En manchette aujourd'hui, Yves Perron sensible aux demandes de compensation de l'ensemble de la chaîne du lait et l'Assemblée d'août de Lanoraie pour être en version virtuelle. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mercredi 15 juillet. Alors tel qu'indiqué en manchette, lors de notre dernier entretien la semaine dernière avec le député fédéral de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, après avoir abordé la mise à jour économique du ministre des Finances, Bill Morneau, nous avons discuté de plusieurs questions relatives à son rôle de porte-parole du Bloc québécois en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et gestion de l'offre. Nous lui avons notamment demandé de réagir aux propos du président-directeur général du Conseil des industriels laitiers du Québec sur les compensations qu'espèrent ses membres de la part du gouvernement fédéral pour les concessions faites lors des négociations des accords de libre-échange transpacifique, celui avec l'Europe et pour le nouvel accord avec les États-Unis et le Mexique. Vous avez sans doute entendu cette entrevue que nous avons diffusée hier. Alors voici donc la suite de l'entrevue avec Yves Perron où il répond notamment à ce que disait le président du Conseil des industriels laitiers hier. Alors, je le rappelle, vous êtes porte-parole pour le Bloc en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et gestion de l'offre. Récemment, au début juillet, le nouvel accord de libre-échange nord-américain est entré en vigueur. Avec cet accord, il y a de nouvelles brèches dans la gestion de l'offre qui ont été faites et les producteurs agricoles attendent encore du fédéral certaines compensations. Il n'y a pas les pleines compensations qui ont été versées. Vous allez revenir à la charge encore à ce sujet? Absolument. Vous faites sûrement référence au communiqué qu'on a publié récemment, d'ailleurs, à cet effet-là, la semaine dernière, pour relancer, parce que là, c'est beau la COVID, la période de crise. Au départ, c'était comme un prétexte pour mettre rapidement un paquet de mesures en place. Puis là, tout d'un coup, ça s'est transformé, cette crise-là, en prétexte pour ne rien faire. C'est comme, ah oui, mais là, on a la crise. Écoutez, en mars, avril, on pouvait comprendre qu'on était en pleine crise et qu'on n'avait pas le temps de traiter les dossiers de compensation. Mais ces dossiers-là datent d'il y a longtemps. Ils sont déjà chiffrés. Il y a des ententes qui sont intervenues. Je pense qu'on peut agir. On a été capable d'en faire une coupe de chèques pendant la crise, là. On doit être encore capable. Là. Et ça, c'est des engagements. Puis notre secteur agricole, les gens, faut pas l'oublier, c'est la base de notre société. Hein. C'est eux qui nous nourrissent. Et notre système de gestion de l'offre a prouvé encore pendant la crise son efficacité. Parce que ça a pris, oui, il y a eu du lait de jeté, là, d'accord, mais ça a pris un mois, puis les producteurs s'étaient ajustés. Là. Et en plus, là, on a augmenté la capacité de crédit de la Commission canadienne du lait. Ça a pris plus de temps que je l'aurais souhaité, mais à force de faire pression, on a réussi à l'obtenir. Dans l'avenir, on a un outil supplémentaire. Donc, les compensations, pour revenir au sujet, c'est chiffré. Donc, les producteurs laitiers ont eu un premier chèque l'an dernier, puis en début d'année cette année. On veut le versement des années subséquentes. Maintenant, il n'y a pas de négociation à y avoir, il n'y a pas de discussion. Moi, quand la ministre me répond, on y travaille fort, notre engagement est ferme, je m'excuse, là, mais le travail est fait. Là. Il reste à signer le chèque. On va le faire là. Pour ce qui est des autres productions, parce qu'il y a d'autres productions sous gestion de l'offre qui ont été sacrifiées. Je parle des œufs d'incubation, les œufs de consommation, je parle du poulet, je parle du dindon. Donc, toutes ces productions-là n'ont rien encore. Et ces productions-là, c'est un peu différent parce qu'eux, ce qu'ils demandent, c'est des programmes d'innovation et de modernisation à la ferme. Donc, chaque industrie a identifié ses besoins. Entre autres, dans le dindon, ils ont besoin aussi d'aide au niveau de la mise en marché et de la valorisation du produit. C'est correct, c'est la base qui connaît son besoin. Mais ça a été chiffré là, au niveau des sommes. Ils ont eu des ententes au mois d'août 2019. Ils ont réussi à chiffrer avec le gouvernement fédéral. Août 2019. On approche mi-juillet 2020. Il n'y a rien. Oui, il y a eu une crise, là, mettons, mais là, il est temps qu'on bouge. Et ces gens-là commencent à avoir peur. Ils commencent à avoir peur parce que c'est pas la première fois qu'on leur fait des promesses. Et ça n'a pas toujours été respecté. Hein? Avant la négociation de l'accord du partenariat transpacifique, avant la négociation de l'accord avec l'Europe, et avant la négociation de l'accord avec les États-Unis,
on leur a promis les 3 fois qu'on ne toucherait pas au secteur de la gestion de l'offre. Et les 3 fois, on est allé amputer dedans. C'est pour ça que nous, on a un projet de loi pour protéger ça à l'avenir. Mais là, il faut faire avec le passé. Puis les concessions, ils ont été faites. On a promis des compensations. On les veut. Puis on les veut maintenant. Un peu comme vous avez dit tantôt, c'est bien beau la crise, mais il faut agir, là. C'est bien beau les communiquer, mais au-delà du communiqué, là, vous allez interpeller à nouveau la ministre en charge de la justice? Absolument, ouais, absolument. Puis on est en communication constante. Vous savez, euh, il y a une partie publique qui est la Chambre, mais il y a beaucoup, beaucoup de coulisses qui se déroulent. On a des communications constantes. Encore cette semaine, je recevais une communication des producteurs sous gestion d'offres, justement, qui me sollicitaient une nouvelle rencontre. On va se revoir. On maintient le contact, on maintient la pression, on fait tout ce qu'on peut faire dans le contexte actuel. Et à chaque fois, je me fais répondre que les engagements sont fermes et qu'il n'y a pas d'inquiétude à y avoir. Mais nous, on veut que ça bouge. Au cours des derniers jours, j'ai réalisé une entrevue avec le PDG du Conseil des industriels laitiers du Québec, Charles Langlois. Vous avez Oui, certainement entendu parler de la oui, nouvelle application qu'ils ont mis de l'avant pour faire découvrir les fromages du Québec. Et il faisait valoir qu'il n'y a pas que les producteurs de lait qui attendent des compensations, les transformateurs aussi. Et si les absolument. transformateurs subissent les contre-coups des divers accords de libre-échange, l'Asie, l'Europe avec les Américains, et qu'une partie d'entre eux disparaissent de ces transformateurs-là, c'est des débouchés pour les producteurs laitiers du Québec qui peuvent disparaître. Alors, est-ce que vous allez aussi interpeller le gouvernement Trudeau pour qu'il pense? Absolument. Puis tantôt, c'est une bonne chose que vous m'en parliez, parce que je viens de vous mentionner le travail de coulisses qu'on peut faire. Entre autres, il y a eu l'attribution des quotas d'importation. Vous savez, les pourcentages qu'on a donnés dans les nouvelles ententes. Quand il y a eu l'entente avec l'Europe, on a fait l'erreur de donner 55% des quotas d'importation, parce que quand on ouvre le marché, là, pour essayer de rendre ça plus simple, là, quand on ouvre le marché à l'extérieur, il faut qu'il y ait quelqu'un au Canada qui importe des produits. Oui. On a le choix, que ce soit les distributeurs, donc les commerçants, ou les transformateurs. Si un transformateur doit importer des produits de l'extérieur, le transformateur, il va pas s'auto-nuire, là. Lui, il va importer un produit qui va être complémentaire à ses produits. Il va respecter l'entente, mais il va donner une richesse supplémentaire aux consommateurs parce que c'est des produits qu'on n'a pas. Si on donne les quotas à des détaillants, comme ça a été le cas avec l'entente avec l'Europe, les autres, ils vont importer d'Europe des fromages qui sont déjà produits ici, mais dont le coût de revient devient plus bas. Il augmente sa marge de profit. Et ça a comme effet pervers de doubler l'impact sur les producteurs locaux parce que ça a eu comme impact, dans le cas de l'accord avec l'Europe, de déplacer des produits québécois des tablettes pour faire place à des produits européens qui augmentaient la marge de profit des distributeurs alimentaires. Donc, on a fait des grosses pressions constantes pour que ça, ça soit modifié. On n'a pas eu encore, ça va venir. Et dans le cadre de la CEUM, avec l'accord avec les États-Unis, là, ça devait être fixé. On a fait des grandes pressions et on a obtenu 85% des quotas qui ont été octroyés aux transformateurs. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça diminue l'impact. Les transformateurs étaient très contents de ça. Mais ça fait partie des choses qu'on peut obtenir. Et d'ailleurs, le fait de leur avoir donné ça, ça rend, au niveau des compensations, ça rend la pression moins forte. Mais oui, effectivement, il y a aussi des compensations qui doivent être versées là. Et ça fait partie de nos discussions. Un autre sujet, encore une fois, relié à l'agriculture, votre domaine dans lequel vous êtes porte-parole, il y a une véritable crise là, qui s'annonce avec la chaleur et le peu de précipitations Ouais, qui est lié à la production de foin. Le foin ouais, risque d'être rare cette année et très ouais, cher, ce qui peut ouais. avoir, encore une fois, des impacts sur plusieurs types de production. Il y a même des producteurs laitiers qui songent à réduire la grosseur de leurs troupeaux à cause de ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que le gouvernement fédéral pourrait faire pour aider dans une situation comme ça? En fait, on parle d'une saison exceptionnelle de sécheresse et de grande chaleur. Puis si vous vous souvenez bien, l'an passé, au même moment, on attendait encore que certaines terres s'assèchent, des inondations. Donc, on vit dans une phase de réchauffement climatique où on va être régulièrement exposé à des extrêmes. Oui, le contexte est très difficile. Moi, je prévois une inflation du panier des aliments à l'automne, c'est clair, parce que d'ailleurs, ce matin, je parlais avec des producteurs de la circonscription qui déjà achètent du foin en Ontario, pour vous Oui. donner une idée.
Donc, c'est clair que c'est très difficile. Et c'est le fun que vous me parliez de ça parce que présentement, au Comité permanent de l'agriculture agroalimentaire, on est en train de travailler sur les programmes de gestion des risques de l'entreprise pour essayer de mettre ça à jour un peu. Vous savez qu'il y a des régimes d'assurance pour les producteurs. Il faut améliorer ça. Il y a des consensus qui se font là-dessus. Nos recommandations au ministère seront très claires à cet effet-là, qu'il faut améliorer le régime parce qu'entre autres, je ne veux pas tomber dans le trop technique, là, mais je parle d'un programme en particulier, là, Agri-Stabilité. Au moment où on se parle, il y a 31% des agriculteurs qui participent à ça. C'est 3 producteurs sur 10. Pourquoi? Parce que c'est une assurance qui ne paye pas. Ou qui, quand ça entre en fonction, tu es pratiquement déjà en faillite. Alors, c'est comme si je vous disais, viens, je vais te vendre une assurance pour ta maison, mais si tu passes au feu, je ne paye pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas payer une assurance dans le beurre. Tu vas économiser à la place au cas où tu passes au feu. C'est une simplification extrême, là, mais c'est une image. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Mais au-delà de ça, moi, je commence à pousser l'idée aussi qu'il faudrait peut-être soutenir nos producteurs agricoles d'une façon différente, en amont, pas attendre qu'il y ait des pertes, sur l'occupation dynamique du territoire, sur la protection de l'environnement, sur le bien-être animal. Nous sommes en train d'instaurer des nouvelles normes sociales et c'est correct de le faire. Par contre, il faut être conscient que ça ne peut pas être que les producteurs en bout de ligne qui en assument le coût et les chocs. C'est des choix de société qu'on fait, il faut l'assumer en société. Et peut-être que si on revoyait un peu notre modèle de soutien au monde agricole, on pourrait adoucir ces chocs-là. Mais c'est clair que cette année, ça va être difficile. Et c'est pour ça d'ailleurs que pendant le contexte de COVID, l'UPA et la Fédération canadienne de l'agriculture et l'ensemble des acteurs du monde agricole réclamaient la création d'un fonds d'urgence pour avoir des fonds, pour avoir une aide ponctuelle. Mais même à ça, moi, je vous dis, il va y avoir de l'inflation. Puis là, on n'a pas parlé de la production maraîchère. On s'en est déjà parlé plus tôt cette année. La pénurie de main-d'œuvre. On aura des récoltes qui vont rester dans les champs, en partie du moins. Et ça va créer une rareté, puis une inflation. Et moi, je pense qu'il faut qu'on mette tout en question, là, puis qu'on regarde comme il faut, OK, à l'avenir, comment on va soutenir notre monde. Et c'est pas vrai qu'on va les abandonner puis on va les laisser faire, parce que si on les abandonne puis on les laisse faire, tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont quitter la production. Est-ce qu'on va être plus avancé? Je reviens plus directement à la question Oui. du foin que je lançais. Là. Il y en a certains qui ont fait valoir l'idée qu'il y aurait la possibilité peut-être d'acheter pas à la pièce du foin, mais plutôt de se regrouper pour faire des achats de foin qui viendraient de l'Ouest ou de l'Ontario. Est-ce que dans le cadre de quelque chose comme ça, le fédéral pourrait peut-être en payer une partie ou aider à ce que ça se réalise? C'est une idée qui peut sembler intéressante de prime abord. Écoutez, moi, je n'étais pas au courant de cette initiative-là, là, mais oui, ça peut être une bonne idée. Déjà, le regroupement peut donner une espèce de pouvoir de négociation qu'on a moins au niveau individuel, là, puis essayer d'éviter l'espèce de guerre pour savoir qui va obtenir le produit, donc une hyperinflation des prix. Et oui, moi je pense que le gouvernement peut intervenir. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on est à 343,2 milliards de déficit. Hein? Tous les gens décrient les déficits, puis en même temps, 10 minutes après, les gens vont dire il faudrait que le gouvernement intervienne. Fait qu'il faut, puis c'est correct, là, c'est pas un jugement que je porte, mais il faut moduler nos actions pour avoir une vision à long terme d'un budget qui balance avec un soutien adéquat à la base de notre société. Puis la base de notre société, il ne faut pas oublier que c'est les producteurs agricoles. S'ils ne sont pas là, on n'est pas là. Et là, quelles sont les prochaines dates à surveiller là, sur la scène fédérale? En fait, on va resiéger 3 autres journées dans l'été. C'est ponctuel, c'est comme hier, là, c'est à formation réduite où évidemment les autres députés, on est en ligne, là, comme hier, là, j'étais en ligne. Là. On a ça à surveiller. Sinon, la rentrée officielle, c'est le 21 septembre, c'est un peu tard. Nous, on aurait aimé pouvoir reprendre le travail parlementaire avant cette date-là. Les travaux de comité se poursuivent pendant l'été également.
Nous, là, je vous parlais tantôt de notre rapport, entre autres, au Comité sur l'agriculture là, et l'agroalimentaire. On a établi les grandes lignes de l'ébauche hier et on devrait déposer ça à l'automne. Puis on surveille la situation pendant l'été. On va essayer d'être présent dans nos circonscriptions pendant l'été aussi. Vous savez qu'il y a beaucoup de cas de comté, beaucoup de situations locales qui ont été laissées un peu de côté pendant l'hiver à cause de la COVID. Là. On a beaucoup de dossiers d'empilés sur le coin du bureau là, qu'il faut traiter. on risque d'être assez présent, tout en essayant de se prendre quelques semaines de repos, évidemment, là, pour charger les batteries pour repartir ça à fond. Il n'y a pas d'autres grosses dates comme là, la mise à jour économique à surveiller là, dans les prochaines semaines. On n'a pas d'annonce. C'est relativement tranquille, quoi qu'on ne sait jamais, d'ici septembre. Voilà, la politique, ça peut parfois sembler tranquille, mais c'est rempli de rebondissements et de surprises. Alors, restons à l'affût. Et maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, à l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 5 636 décès reliés à la COVID-19, soit 3 de plus qu'hier. Et en ce moment, au Québec, il y aurait 285 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. C'est 10 de moins que la veille. Et 20 personnes se retrouvent aux soins intensifs en raison du coronavirus. C'est une de moins qu'hier. Et la région de la Naudière compte maintenant 4 307 tests positifs à la COVID-19. C'est 5 de plus qu'hier. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce mercredi 15 juillet, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Antonia Messman. C'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. Affaires municipales maintenant, on se déplace à Lanoraie où une réouverture graduelle et partielle de certains édifices municipaux est en cours, mais on conseille fortement, dans la mesure du possible, d'avoir recours aux services à distance, par téléphone ou courriel et de vérifier avant de vous rendre pour voir si, par exemple, le permis nécessite un déplacement ou non. J'en ai discuté avec le maire Gérard Jean ainsi que de la décision de tenir ou non la prochaine assemblée du conseil en août de façon virtuelle ou avec public. C'est une ouverture graduelle, puis effectivement, parce qu'il y a toujours la réadaptation à faire, puis oui. Et j'ai parlé tantôt avec le directeur général, M. Maheu. Il me disait qu'il n'y a pas de décision prise pour l'instant à savoir si vous allez faire une séance en personne ou non en août. Effectivement, on n'a pas encore de décision prise parce que si on le fait en personne, probablement qu'il va falloir regarder pour un autre endroit que l'hôtel de ville. Et puis, il faut évaluer si ça vaut la peine. Comme on a regardé à l'hôtel de ville, il rentrait, je pense, c'est 3 ou 4 personnes, à part des membres du conseil, dans la salle du conseil. Parce que la salle du conseil, on a une belle salle, mais quand on prend toutes nos distances, bien, la table du conseil n'est pas assez grande. Puis quand on arrive avec les gens dans la salle, puis avec la greffière, puis le directeur général, je veux dire, il nous reste, je pense que c'était ça, 3 ou 4 places qu'on avait regardées, là. Fait que c'est pas évident. Puis là, comment on fait pour choisir qui est-ce qui va venir? Je veux dire, c'est parce que là, premier arrivé, premier servi pour 3 ou 4 personnes. Fait qu'on s'est dit, on va attendre. De toute façon, le gouvernement nous donne l'opportunité là, de faire selon notre jugement. Puis, mais quelles sont vos autres possibilités? Saint-Ignace, cette semaine, a fait au sous-sol de l'église. Est-ce que c'est une possibilité pour vous? Est-ce qu'il y a une grande salle là? Non, nous autres, seul de l'église, c'est pas accessible pour nous. Bien, il n'y a pas de grande salle là.
Et puis non, où est-ce que ce serait possible? Peut-être c'est à la salle Jean Bourdon. Il faut qu'on regarde notre salle qu'on loue là, à côté de la bibliothèque. Mais encore là, c'est toute réserve parce qu'on a le camp de jour qui est là. Et puis avec le camp de jour, eux autres, ils ont tout leur équipement qui prend déjà de l'espace. Fait qu'on ne veut pas tout défaire non plus juste pour ça. C'est pour ça que c'est vraiment pas sûr du tout pour le mois d'août. Ça va peut-être aller seulement en septembre, ou c'est qu'en septembre, quand le jour va avoir terminé, fait que là, on pourrait prendre notre salle à Jean Bourdon. Fait que c'est le fait de ne pas tout brasser, parce que ça amène plus d'ouvrage que ce que ça. Le maire de Sainte-Élisabeth me disait un peu la même chose, qu'eux, ils vont attendre que le camp de jour soit terminé avant de refaire en personne. Là. C'est Alors, nous aurons d'autres échos, des actualités de Lanoraie pour vous au cours des prochains jours, mais pour l'instant, nous passons à notre seconde pause. À son domicile, entouré des siens, le 12 juillet dernier, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Gilles Tellier, époux de Monique Cloutier, demeurant à Joliette et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Sonia Tellier et Christian Tellier, de même que ses petits-enfants, Nicolas Brodeur, Geneviève Heidi Tellier-Nadeau et son conjoint Stéphane Richard, de même que ses arrière-petits-enfants, Niki Tellier et Nathan Brodeur. Elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Céline Tellier et son conjoint Gilles Payette, Marcel Cloutier et sa conjointe Monique Turcotte, Roland Cloutier et sa conjointe Jeannette Deléman, Léo Cloutier et sa conjointe Thérèse Bacon, Daniel Cloutier et son conjoint Robert Arnois, Louisette Arnois-Cloutier, Nicole Robitaille-Cloutier, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce vendredi, le vendredi 17 juillet, dès 14 h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier et suivront les funérailles à 15 h. Et M. Tellier sera inhumé au cimetière de Berthier. Et bien sûr, votre collaboration est demandée afin de respecter les nouvelles normes sanitaires de la santé publique qui seront mises en place à l'Église. Et comme vous le savez, les services pour certaines personnes décédées au début de la crise de la COVID-19 ont débuté. C'est le cas notamment pour Michel Terrien, qui est décédé au centre d'hébergement Champlain-le-Château de Berthierville le 4 avril dernier, à l'âge de 69 ans. Il était l'époux aimant de Mireille Rousseau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa tendre épouse, sa fille dont il était si fier, Marie-Ève, ainsi que son conjoint Benoît Mirandette, laisse aussi dans le deuil sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, Nicole Terrien et son conjoint Roger Doucet, Jeanne Rousseau et son conjoint Jean-Claude Cossette, Monique Rousseau et son conjoint Jean Tessier, André Rousseau et son conjoint Richard Frappier, François Rousseau et sa conjointe Liette Cournoyer, Marie Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et Michel fut pendant plusieurs années ambulancier dans les régions de Joliette et Berthierville, et il a aussi su canaliser sa joie de vivre auprès du personnel du centre Champlain-le-Château, ainsi que de ses voisins de résidence. Et tout au long de sa vie, il fut impliqué dans la communauté berthelaise en tant que membre du Club optimiste de Berthierville. Et la famille tient à remercier le personnel du Champlain-le-Château pour les soins exceptionnels et les multiples attentions prodiguées à l'égard de M. Terrien au courant des 14 dernières années. Et des dons pour la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC seront acceptés au salon. Et la famille vous accueillera ce samedi, le samedi 18 juillet, dès 11 h, au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, et suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à 15h30, et M. Terrien sera ensuite inhumé au cimetière de Berthierville. Et encore une fois, bien sûr, votre collaboration est sollicitée afin de respecter les nouvelles normes sanitaires de la santé publique qui seront mises en place au salon.
Et au centre Parphilia Ferland, le 28 mai, à l'aube de ses 96 ans, est décédée Mme Hélène Boucher. Elle était retraitée de Poste Canada et la fille de feu Émeril Boucher et de feu Marie-Berthe Laporte, demeurant à Berthierville. Elle est allée rejoindre sa famille, Jean-Paul, Félicienne et Madeleine Boucher. Elle laisse dans le deuil ses amis, Jeanne Mance Paris et Achille Lambert. Elle laisse aussi dans le deuil ses cousines, Nicole, Lucie et Marielle Pagé, ainsi que Lynn Niquette et aussi plusieurs autres cousins, cousines et amis. Et un accueil à l'église Sainte-Geneviève aura lieu ce samedi, le samedi 18 juillet, à compter de 13h30, et les funérailles auront lieu en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à compter de 14h. Et Mme Boucher sera ensuite inhumée au cimetière de Berthierville. Et nous passons maintenant à la météo. Bonjour chers téléspectateurs de CTRB, c'est Célina aujourd'hui qui vous parle. Excusez-moi pour mon absence, mais je sais que Xavier a fait du bon travail comme à son habitude. Et on va passer à la météo pour ce mercredi après-midi. Pour ce mercredi après-midi, ce sera généralement ensoleillé avec des passages nuageux. Il fera 28 degrés avec un ressenti de 30. Et sur le courant de la soirée, ça va être encore ensoleillé avec des passages nuageux. Mais là, on va voir une baisse de la température avec 23 degrés et un ressenti de 26. Il y aura des passages nuageux. On ne sait pas s'il va y avoir des risques de pluie, mais c'est sûr que demain, probablement qu'il y en aura. Et ça fera quand même du bien aux agriculteurs qui en ont besoin, surtout pendant cette période passée de canicule et de sécheresse. Ce sera un peu frisqué. Il fera 17 degrés avec un ressenti de 17. Je vous conseille de mettre une petite plainte. Même aujourd'hui, ça n'a pas l'air de ça, mais quand on reste à l'ombre, il fait un peu froid, surtout le matin. L'après-midi, c'est sûr que ça va se réchauffer, mais si vous, pour le matin, même pour demain matin, pensez à prendre une petite veste et à vous habiller chaudement. Pour le jeudi matin, le ciel sera variable. Il fera 20 degrés avec un ressenti de 21. Ce ne sera pas vraiment froid, on sera bien. Ça va être une température idéale. Pour prendre une marche, l'asphalte va pas être trop chaude, vous allez pouvoir promener votre chien, etc., etc. Alors profitez bien de cette belle journée parce que probablement que la semaine prochaine, il fera plus chaud encore. Comme je vous disais pour le mercredi, le jeudi, il y aura des risques d'averses en après-midi. Et il fera 27 degrés et un ressenti de 33. Maintenant, on va passer au bulletin pour les insectes. Comme vous savez bien, depuis qu'on a commencé l'été, les moucherons ne sont pas très présents et ce sera également le cas aujourd'hui. Ils ne seront pas présents même sur le courant de la semaine. Et pour les mouches à chevreuil, ce sera modéré. Concernant les maringouins, c'est une autre affaire. Parce que les maringouins, vous le savez tous, qu'ils sont toujours présents, ils sont achalants. N'oubliez pas votre tapette à mouche ou à maringouin parce que vous en aurez besoin. Ça va être très élevé demain. Ce sera très élevé aujourd'hui, mercredi, et demain, on va voir une baisse de maringouin. Ça va être tout pour le bulletin moustique. On va passer au bulletin pour la condition de l'air et l'atmosphère alentour de nous. Concernant l'air qui nous entoure, elle sera relativement bonne. Pour les UV, ils seront généralement bas. Comme vous pouvez le voir, il y aura de la pluie, etc., etc. Des passages nuageux, c'est ça qui va faire baisser drastiquement les UV. Pour le pollen, c'est pas très élevé, c'est quand même considérablement bas, considérant qu'on tombe souvent la pelouse, etc., etc. Puis il n'y a pas beaucoup d'abeilles qui vont polliniser, puis qui amènent beaucoup de pollen partout. Sinon, c'est pas mal ça pour le bulletin et pour la météo. Merci, c'était Célina de CTRB. Ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale et excellente fin de journée à tous et à toutes.
Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.